Salut tout le monde, c'est Jinji, on se retrouve pour le Jinji DR où on va parler des Isekai, puisqu'on avait commencé la semaine Isekai avec un Parlons en fiction où j'ai parlé des Isekai longuement, voilà, mais il fallait vraiment parler des tenants et des aboutissants. Je me voyais pas faire une vidéo en deux parties. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va parler dans ce Jinji DR de la posture de l'Isekai, mais on va pas seulement parler du fait de la proposition d'en faire, mais aussi au travers de témoignages que j'ai eus, comment ça se passe un petit peu pour les gens qui pourraient soit demander de faire des campagnes d'isekai, soit mettre des éléments d'isekai dans une campagne où ils viennent d'arriver, ou encore est-ce que c'est possible, comment on peut. Et je pense que au terme de tout ça, je vais peut-être faire déterrer une rubrique que je faisais qui s'appelait de mon côté de l'écran, on va le déterrer un peu, pour pouvoir permettre en fait de vous montrer par ma perspective comment j'aurais fait. Alors ça va être difficile de trouver un bon moyen de le faire. Je pense que le mieux ça serait de faire un petit peu du True 20, mais on n'est pas là pour introduire les vidéos à venir, on est là pour se jeter dans la vidéo présente. Alors, les isekai, la perspective de rentrer dans un autre monde. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'avant, je vais quand même résumer assez rapidement. C'est un genre qui est arrivé à la fin des années 2010, mais il y a des proto-exemples qui remontent à bien plus tôt, où une personne se fait réincarner, atterrit dans un autre monde, il se transforme en autre chose, il se métamorphose, il existe plein d'éléments. Et ce qui se passe, c'est que le genre Isekai, j'ai tendance à penser qu'il a non seulement amené ce rapport d'autre monde qu'on voyait avant à un autre niveau, pour le meilleur et pour le pire. On voit que c'est pas forcément pour le meilleur, mais pour autant, je ne trouve pas que le genre fictif des isekai est illégitime. Mais par contre, il a aussi mené, si on doit parler de phénomène négatif, à ce que j'appellerais une bâtardisation de la fantaisie. C'est-à-dire que la fantaisie est devenue pas fantaisiste, mais plutôt qu'il est devenu une espèce de puits de fantasmes qui alimente, on va dire, une certaine forme de la détresse commune. Donc ça fait très psychanalyste, je vous renvoie à la vidéo précédente. Alors ça c'est un truc que je ne dis pas et que j'aurais peut-être dû dire. Je prends mon temps pour poser les choses, pour que j'articule bien, il n'y a pas de souci pour les sous-titres, même si je vois qu'il y a des petites coquilles par-ci par-là. N'hésitez pas à passer en vitesse 1.5 ou 1.75, vous verrez ça passe. En vrai ça passe. Donc, tout ceci étant dit, le genre Isekai, pourquoi en fait il y aurait possiblement un problème avec la barrière. Alors la barrière ne vient pas tellement des gens qui consomment des isekai, même si on pourrait dire que ça pourrait, ça pourrait être une mauvaise porte d'entrée dans une table, et surtout l'exemple que je donne et les problématiques que je vois, c'est surtout des témoignages que j'ai vus de l'autre côté de l'Atlantique, c'est-à-dire du côté du Canada, des États-Unis. En France, je ne sais pas comment ça se passe. Par contre, il y a un truc que j'ai remarqué de l'autre côté de l'Atlantique, et c'est aussi un truc que j'avais commencé à entendre aux alentours des 2014-2016, dans cette fourchette-là, où en fait les animes, en France en tout cas, c'était accepté, mais disons qu'il y avait une espèce de gatekeeping des gens qui faisaient déjà du JDR. Alors si vous êtes sur ma chaîne, je connais à peu près la tranche d'âge, c'est que vous connaissez déjà le JDR depuis très longtemps, vous êtes plus âgé que moi. Il y a un phénomène qui est en fait qui a été très accepté, c'est que consommer des mangas, des animés, c'est devenu très standardisé, voire même plus vite que ça ne l'a jamais été que par rapport aux États-Unis. Voilà. Mais on continue quand même d'être traité comme des merdes par le pays nippon, le pays du soleil levant, sur certains trucs. Mais bon, ceci est un autre débat, évidemment. Tout ceci étant dit, le fait est que regarder des animes, apprécier des animes, c'est parfois aussi être confronté à ce que les gens pensent en savoir. Et disons que c'est très facile de feindre l'ignorance en sortant des arguments complètement rincés. Mais parfois, dans ces arguments complètement rincés, il y a quand même un fond de vérité. Ça me rappelle beaucoup euh, une petite, enfin un sujet que j'ai vu récemment, je crois que c'était sur Spatule Bro,
où on parlait par exemple d'une autre personne, une autre vieille personne, je crois que j'en ai parlé un petit peu avant, dans des vidéos précédentes, où une personne venait faire son vieux con, les mangas, les jeux vidéo, c'est ceci, c'est cela. Je pense qu'encore une fois, ces vieilles personnes-là, il faut les laisser mourir. Mais par contre, ceux qui veulent essayer de défendre les mangas ou les light novels, etc., en disant oui, mais c'est de la culture, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a de la sous-culture parce qu'on peut raconter énormément de belles morales ou énormément de belles histoires qui peuvent permettre à quelqu'un de grandir. Il y a certaines histoires qui ont permis à certaines personnes de grandir. Cependant, on va avant tout vers ce qui nous divertit, ce qui nous contente et surtout quelque chose qui fait en fait parfois appel à un besoin. C'est pour ça que je pense que le genre isekai est parfois un problème parce qu'on est sur cette approche où le genre isekai il a appelé à l'émerveillement de certaines personnes, de la personne moyenne en Asie, voilà, en Asie, même si ça commence à toucher les Occidentaux aussi, et aussi parfois certaines facettes de Lord Latest, quand tu regardes par exemple les trucs qui tournent à la power fantasy, ou des histoires malsaines pour la plupart. Voilà. Et donc il est arrivé que des personnes se soient fait virer de table pour ça, ou ils ont carrément pas eu accès à la table pour ça. Alors, ça, c'est un truc qui arrive qu'une portion assez minime, mais je tenais vraiment à en parler. Ensuite, il y a aussi la posture du un isekai. Est-ce qu'on a vraiment envie de voir un personnage qui se fait isekai dans une campagne qui est parfois bien établie et qui est sur la fantaisie? Alors, je peux comprendre les détracteurs, dans la mesure où c'est vrai que, par exemple, bon, comment expliquer ça gentiment? Il y a des choses où je sais que, par exemple, quand j'ai envie de voir de l'horreur, ou de l'horreur sociale, je sais que je irai vers tel truc. Si j'ai besoin de voir quelque chose de plus léger, j'irai dans telle direction. J'ai pas besoin de bâtardisation, ou j'ai pas besoin, et ça, je crois que c'est beaucoup d'acteurs qui commencent à parler de ça, et j'ai vu beaucoup d'acteurs que j'apprécie qui parlaient de ça, t'as pas besoin de scènes de cul dans un film pour faire adulte. Vous voyez ce que je veux dire par là? Vous voyez très bien ce que je veux dire par là, je ne m'en doute pas. Après, du coup, une personne vient et ne tente pas nécessairement de rentrer dans le carcan de la fantaisie qu'on veut essayer de leur poser et qui veut par exemple faire un personnage qui vient de l'isekai, le problème c'est qu'il crée une distanciation qui n'est pas compatible avec les personnages qui sont dans un monde qui est le leur, où l'autre possiblement viendrait à être une personne qui connaît les codes de son monde, mais ensuite venir en justifier de qu'est-ce que ça pourrait amener peut être très vite mal ajusté. Je vais dire, prenons un exemple. Vous avez votre jeu de rôle. Bon, on va prendre Donjons et Dragons comme exemple parce que c'est toujours le passe-partout des exemples. Quelqu'un connaît très bien le livre de Donjons et Dragons. Le gars, il est arrivé, il s'est fait isekai. Le gars veut jouer un personnage qui s'est fait isekai dans le monde de Donjons et Dragons. Arrivons dans une réalité où Wizards of the Coast, c'est pas des connards et qu'ils ont entretenu la 5e édition correctement. C'est presque de la science-fiction, je sais, mais ouvrez vos chakras s'il vous plaît, c'est important. Et qu'on est resté sur la version de 2014 avec des ajouts qui sont en fait des ajouts de multivers. Et que cette personne se fait isekai dans le monde de Donjons et Dragons, dont un des nombreux multivers de Donjons et Dragons. Si le mec a une bonne connaissance de Donjons et Dragons, ça veut dire qu'il faudrait qu'il le légitime dans ses stats. Et on peut pas feindre l'amnésie quand ça arrange, et quand tu vas lancer les dés pour savoir à quel point c'est important ou pas, il y a des moments où le savoir va être très très important et qu'il aura peut-être raté ses tests, et les autres en bonne posture vont dire ton puits de science il s'est asséché alors qu'à des moments il ne fonctionne pas, ou il a une connaissance très savante de tout ce qu'il a accumulé jusqu'à présent, et là il arriverait à connaître les stats, et là ça deviendrait compliqué puisqu'on rappelle, il y a le by the book, et il y a comment un meneur de jeu l'interprète. Et ça fait quelque chose de méta, mais ça fait ce que j'appellerais du mauvais méta. C'est le méta qui viendrait en fait à faciliter les choses pour ce joueur-là, à écraser majoritairement son implication sur le monde,
en gros, c'est un gouffre où le gars, il est le protagoniste. Parce que dans les codes de l'isekai, des plus gros problèmes que je trouve à ce genre, c'est que parfois, la personne assoit un savoir que tout le monde a, mais comme il tombe dans un monde féodal avec des années en arrière et pas énormément de... En fait, à une quantité de savoir de pays différents qui lui permet de faire une lecture, il part avec un avantage ou il a une compétence complètement cheatée qui viendrait tout bouleverser. C'est pour ça qu'il y a énormément de problèmes là-dessus. Ensuite, il y a quand même des avantages à raconter ce genre d'histoire. Mais je pense que pour raconter ce genre d'histoire, il faudrait peut-être que je vous parle de mon expérience par rapport aux isekai. Alors, j'ai fait tous les spectres que je vais vous exposer. C'est-à-dire que j'ai fait un cas où c'est pas vraiment un isekai, mais les joueurs se sont joués. Donc, on va dire que c'est le spectre 0, voire même -1. Ils se sont joués eux-mêmes dans une apocalypse zombie. Ils avaient les stats qu'ils supposément ils pensaient avoir eu. Et il y a eu des éléments problématiques, enfin des éléments problématiques, mais aussi des bons éléments qui sont venus. Ça s'est passé plutôt bien, j'expliquerai pourquoi. Ensuite, je me suis basé sur aussi, pour faire une tétralogie de one-shot, je me suis basé sur une histoire dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent, c'est-à-dire que je vous ai parlé de Final Fantasy Tactics Advance, où les personnages lisent un livre, un grimoire, sauf que dans l'exemple de mon one-shot, c'est qu'ils lisent un grimoire d'un truc fictif, ils lisent une formule magique, et le premier, c'est un Final Fantasy, mais c'est Final Fantasy, on va dire, de la ligne des spin-offs et pas de la ligne principale. Tout en sachant qu'il n'y a pas beaucoup de Final Fantasy qui sont la suite de... Ça, c'est pour rappeler aux personnes qui ne connaissent pas trop la culture jeux vidéo ou les Final Fantasy. Ce que ça a permis, c'est que les joueurs, ils sont arrivés dans l'autre monde, mais ils sont tous arrivés à l'autre monde avec la même échelle. C'est-à-dire, ils sont arrivés dans l'autre monde, ils sont arrivés avec, on va dire, une apparence, un truc qui est, de manière méta, l'apparence qui leur conviendrait le mieux, la classe qui leur conviendrait le mieux, dans un système que j'ai créé pour le premier one-shot, qui était quand même pas mal, mais il y avait toujours, il y a un élément qui faisait que, qui était différent dans la tétralogie, c'est que j'utilisais le fait, le phénomène du grimoire, où comme il y avait 4 joueurs, théorie, enfin, en pratique aussi, il y avait un moment où une personne devient le porteur de grimoire et il a des capacités beaucoup plus élevées que les autres, c'est-à-dire qu'ils se font isekaied, mais il y en a un qui devient balèze, puis ensuite ils vont dans un autre monde après avoir résolu le conflit du premier, et le deuxième c'était un univers, un amalgame de beaucoup d'œuvres de fantasy qui ressemblent beaucoup à du, comment dire ça, à du TTRPG. Donc voilà, et même si le gros des intrigues s'est passé dans Essiria, donc la carte de World's Battle Cry, etc., etc. Ce qui fait que on est encore entré dans une autre strate. Il y a eu un personnage qui était principal, mais en fait il y a eu un roulement. Ça c'est un cas où on va dire, on est allé dans une vision qui n'est pas fantasmée, une apparence ou des apparences qui ont été choisies, et où on a admis qu'il y avait un personnage principal à chaque fois, chacun représentant en fait quelque chose qui pourrait possiblement leur tenir à cœur. Et puis évidemment il y a aussi des cas où, et plutôt un cas où il y a eu un joueur, là c'était pour mon JDR, où en fait c'était compliqué parce qu'il n'y a pas d'être humain, en tout cas il n'y avait pas d'être humain officiellement parlant, et du coup il est arrivé dans un autre univers, c'était lui, c'était ses problématiques, et c'était à une époque assez compliquée de ma campagne de jeu, puisque les autres ils ont avancé sur la campagne, lui il avait quitté la table un moment parce que il n'arrivait pas à gérer, et disons qu'il en avait un peu marre d'abandonner, en fait. C'est-à-dire, quelque chose ne lui plaît pas, il abandonne. Et le fait d'abandonner, c'est quelque chose qui semblait l'insupporter. C'est pas un problème qui s'est forcément réglé, mais je lui souhaite que ce soit réglé. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que lors de cette campagne-là, le truc est simple. Je lui ai dit, je vais tenter un truc
et je ne suis pas sûr que ça va fonctionner. Et évidemment, vous m'avez vu avec ça, c'est parce que j'ai utilisé les cartes de tarot. Mais je ne les ai pas utilisées, les cartes de tarot, uniquement, en fait, les cartes de tarot, c'est pas la porte ouverte à tout. Hein. Évidemment, si je vous montre les cartes de tarot, c'est parce que j'ai une façon de m'en servir qui est facile à supposer. Si je vous dis aussi que c'est dans l'habitude de mes croyances de penser qu'une personne a une thématique et qu'il évoluera spirituellement parlant en fonction de comment il apporte ses réponses et qu'il y a d'autres interrogations, ça fait qu'il y a eu une énorme mise en abîme. Alors, on va dire que factuellement, ça m'a beaucoup aidé au niveau de la masterisation et aussi de ma perspective de comment je vois les JDR que je créais, puisque ça me permettait à la fois de souligner l'exotisme de ma façon de masteriser, de mécaniquement aller chercher des choses qui sont différentes, non pas pour faire différent, mais pour apporter une expérience où je n'avais pas juste envie de faire un truc où la baston c'est le truc le plus important. Il faut savoir que le truc qui me dérangeait le plus, s'il faut en parler avec énormément de recul, puisque c'est vrai que j'ai jamais vraiment abordé le sujet, le truc qui m'a toujours le plus cassé les couilles quand les gens parlaient de mes parties de jeu de rôle, ou de mon jeu de rôle, c'est qu'ils parlaient de combat en premier. Alors, on va être clair, hein. Je suis quelqu'un qui a joué à beaucoup de jeux vidéo, beaucoup de jeux de combat, beaucoup de catégories de jeux ont un lien avec la baston, ce qui fait que ça se sent, que chaque système que j'ai fait a sa thématique, a sa façon d'apporter le combat, mais que c'est le tout dans son ensemble et la manière dont c'est exposé différemment, que ce soit dans les systèmes, dans les approches, qui fait que je considère que jusque-là, j'ai fait un bon travail. Mais quand on me parlait du combat, ça m'énervait. Parce que le combat, c'est quelque chose qui peut... En fait, on peut pas prétendre, je crois qu'on va dire ça comme ça, on peut pas prétendre dire qu'on aime faire du jeu de rôle pour l'histoire que ça apporte, si le premier truc qui vous vient en tête, c'est la baston. Voilà, c'est tout. Après, des gens diront que oui, mais il y a des gens, ils ont besoin de se défouler. Oui, mais il y a plein de façons de se défouler, et dans le JDR aussi. Mais ce n'était pas l'expérience que je voulais à la base. Je ne vais pas vous dire une nouvelle fois qu'est-ce que j'apprécie, je pense que je l'ai déjà dit suffisamment. Et grâce à chacune de ces expériences, je pense que le genre Isekai, il a un avantage. C'est quoi l'histoire de l'Isekai? C'est un gars qui va dans un autre monde. Est-ce qu'il va finir par rentrer chez lui? Il y a très peu d'isekai ou très peu d'histoires où le personnage rentre chez lui. Avant que ce soit un genre, les personnages rentraient chez eux. Je sais pas si c'est la cité interdite le nom du truc, je crois que c'est un truc avec la mythologie à la Son Wukong, tout ça. J'avais vu un film où le mec, bon, c'est un américain lambda, il est arrivé dans un monde asiatique, tout ça, il a rencontré Son Wukong, il a fait une aventure avec plein d'autres personnes, il est ressorti, mais il est ressorti grandi. Le truc, c'est qu'avec l'isekai, le personnage peut revenir ou le personnage peut ne pas revenir. J'ai envie de dire, la finalité, de toutes les façons, quand tu regardes des mangas ou des animés ou des light novels, la fin est souvent décevante. Alors, on va évacuer la partie où en fait ça ne compte pas, c'est-à-dire le moment où les gens font énormément de spéculation et la spéculation n'est pas ce qu'ils attendaient et ils sont déçus. On est arrivé à une ère de l'information où les personnes, à force de consommer les choses et qui puissent donner leur avis en temps réel au fur et à mesure de la publication, croient que leur avis est censé peser dans la balance. Malheureusement, certains éditeurs ou certains auteurs ont tendance à écouter les lecteurs. Je pense qu'ils devraient arrêter. Opinion d'artiste, c'est mon opinion sur la question, et ça évite bien des choses. Et en plus, tout ça pourquoi? Pour que parfois, des personnes vont jusqu'à menacer la personne parce que la fin, elle était nulle. Pour vous rendre compte à quel point c'est ridicule. Et puis, pour les autres cas où ça compte, c'est-à-dire, la fin peut être décevante parce que ça a pris un tournant auquel on ne s'attendait pas. Mais le tournant auquel on ne s'attendait pas, c'est pas en fonction des prévisions. C'est que il n'y a pas de raison que ça finisse comme ça. Ou encore qu'il n'y a pas vraiment eu de conséquences
vis-à-vis de certaines actions qu'il fait. Ou le pire, c'est que il y a un truc où à la fin tu te dis, c'est bon, t'as décroché de l'histoire, c'est nul. Et connaissant les Asiatiques concernant en fait certaines visions de leur power fantasy, etc., etc., c'est vrai que c'est compliqué. C'est-à-dire, la tentative, je vais pas te donner le nom du truc pour ne pas spoiler, mais il y a un moment où un personnage et une fille qui le suivait jusqu'au bout, à un moment, ils décident de partir pour un grand voyage. Suite à certains événements, ils ont des clones d'eux qui vivent la vie qu'ils ont eue jusqu'à présent, mais eux se retirent en amoureux vers d'autres mondes, en sachant que leur relation n'était pas spécialement celui d'un amoureux et d'une amoureuse, mais plutôt d'un marginal et d'une esclave, parce qu'il y a souvent ce genre d'histoire-là, slash figure de filiation, on va dire. Donc c'est pour ça que je pense que ceux qui ont un petit problème avec le genre isekai, c'est que le mieux c'est d'écarter tout ce qui est sus, tout ce qui est suspect, tout ce qui est détresse, tout ce qui marque la détresse des fictions asiatiques. Je vous conseille de les virer. Ça ne fera pas. Isekai n'est jamais qu'un mot pour déterminer des gens qui vont dans d'autres mondes. Le postulat de base ou les postulats de base, ça fait un genre, mais ça ne fait pas du genre quelque chose de mauvais. Le genre isekai est mauvais parce que le genre isekai est mauvais ou perçu comme mauvais parce que il a de très mauvais représentants avec des histoires très suspectes et qui transpirent la loose. Voilà. Mais ça peut être une excellente histoire avec un parcours évolutif où on peut se servir du passé du personnage pour lui permettre de le surmonter, qu'on peut se servir de ses atouts et de la mise en relation de son atout et de sa personnalité pour aussi présenter une lacune d'une facette ou de l'autre ou des deux mélangés pour pouvoir construire une histoire en montrant que ses actions ont des conséquences et donc de raconter comment il va surpasser ça tout en sachant que le truc qui est important avec les isekai, c'est que contrairement aux histoires et je dis là les isekai, mais les fictions récentes à la japonaise tombent aussi dans cette catégorie. Les isekai ont aussi permis de changer, de faire une version bâtardisée de la fantasy à l'orientale. Ça permet, en fait, ça permettrait ça permet de raconter des histoires et pas dans une structure qu'on verrait dans un anime ou dans un manga de manière classique. Parfois, l'élément qui va venir rattraper, faire écho à son passé ou faire écho à lui-même, arrive à un point donné qui est difficile à prévoir. Pourquoi je pense que les isekai fonctionnent plutôt bien aussi en matière de structure narrative? C'est parce que on est surpris à quel moment certaines choses finissent par le rattraper. C'est pour ça que je pense qu'il y a une très très grande avantage à présenter ce genre d'histoire. Alors, il reste alors deux facettes pour moi de comment tu pourrais présenter un isekai si ça vous intéresse. On va voir ça de toutes les façons dans les deux mon côté de l'écran. Pour moi, le premier, c'est tu fais ce que j'appelle un tampon. Tu racontes une histoire d'isekai, mais tu fais les joueurs incarner des personnages qui, eux, tombent dans un autre monde. Ils ont leur thématique, et je dis pas ça seulement parce que je crois en cette idée qu'une personne a une thématique, mais parce que quand tu regardes le moment où la réalité rattrape ces gens-là, ces personnages-là qui se font envoyer dans un autre monde, qui se font réincarner, etc., c'est qu'il y a un truc qui est vraiment marquant, qui va être le point de démarrage de son évolution. L'élément qui va être perturbateur va naître d'une lacune ou d'une faiblesse qu'il a. C'est très bien de faire le tampon pour que les joueurs puissent avoir des éléments d'ancrage dans leur personnage, mais aussi dans l'histoire, pour que quand ça arrive,
il puisse être investi dans l'histoire. Et pour vous, meneurs de jeu, l'avantage, c'est que, un petit peu au même titre qu'un jeu que j'apprécie beaucoup, qui est Mutant Masterminds, dans Mutant Masterminds, il y a ce qu'on appelle les complications. Des fois, c'est juste des faiblesses, mais il y a des moments où c'est le personnage, il a certaines failles psychologiques, il a certains défauts qui ressortent, et en fait, c'est un outil qui peut être mis en suspens pendant certaines scènes, ou dans certaines histoires, et puis ensuite tu l'appliques. Tu l'appliques pas pour faire barrage aux autres ou pour être un élément de difficulté permanent, tu le mets parce que c'est un outil que tu vas utiliser pour faire grandir le personnage. Et si tu fais un personnage d'isekai, et puis tu prends la deuxième posture, c'est-à-dire tu demandes aux joueurs de se jouer eux-mêmes, alors là encore il y a plusieurs couches. Il y a la couche littérale, ce que je déconseille. C'est-à-dire, vous dites, oui, la personne se joue, il est dans ce monde-là. Surtout quand tu vas parler de thématique, le problème avec la thématique, c'est que eux, ils vont la choisir. Et c'est pas vous qui allez la choisir pour eux, pour des raisons qui sont claires, c'est-à-dire, est-ce que vous connaissez plus ou moins bien la personne? C'est pour ça que ça pose problème. Ensuite, il y a la posture où ils jouent un eux fantasmé. D'ailleurs, c'est une petite astuce que je donnerai, mais que je vais redonner là pour de mon côté de l'écran. Un truc que j'aime bien faire concernant par exemple les caractéristiques à la création, je leur dis, mettez les caractéristiques dans lesquelles vous pensez que vos performances les plus élevées ou les plus basses sont. C'est-à-dire par exemple, prenons un exemple de système des 20, on va dire... vous allez lui mettre, il y a 6 caractéristiques, vous lui mettez une caractéristique à 3, une à 2, une à 1, 2 à 0, et puis vous mettez une à moins 1 de modificateur. Et vous leur dites exactement où vous allez mettre vos points forts ou vos points faibles. Ou encore, vous allez faire le système le plus simple et qui est aussi le moins handicapant, c'est-à-dire, au lieu de demander aux gens de mettre des modificateurs négatifs, vous allez plutôt leur donner un accès à un certain nombre de points pour qu'ils aient des modificateurs positifs, mais qu'ils puissent vraiment mettre plus de points là où ils considèrent que c'est leur point fort, et moins de points, voire pas de points, là où ils considèrent que c'est leur point faible. Voilà. Et puis voilà, le truc, c'est que au-delà de ça, j'aurais du mal à poursuivre la conversation, donc on va laisser ça de mon côté de l'écran. Et on arrive aussi au problème inhérent des isekai. Ce qui fait que l'isekai est gênant, on a vu, c'est les thématiques, le fait que les joueurs ne peuvent pas choisir les thématiques, le fait aussi qu'il faut que tout le monde soit logé à la même enseigne, et dans les isekai, c'est que toutes les personnes qui soient dans un autre monde fassent front commun en sachant qu'ils ont tous une capacité unique ou un pouvoir qui est unique, c'est une perspective qui est difficile. Le truc, c'est que si vous jouez à un TTRPG, les faire jouer la classe qu'ils ont pour présenter le côté isekai, ça ne suffira pas. Dans les cas les plus extrêmes, parce que j'ai vu ça récemment concernant Pathfinder 2, vous pourriez lui mettre soit des objets, soit des outils, ou soit des mécaniques mythiques. C'est-à-dire que on est déjà bien au-dessus. Je dis pas qu'ils vont être considérés comme des personnages mythiques, et en sachant que les joueurs moyens de TTRPG de système des 20 préfèrent jouer entre le niveau 1 et le niveau 12, plus précisément le niveau 3 et le niveau 12 pour être exact, puisque le niveau 3 c'est les premières spécialisations pour une vaste majorité des classes, il y en a qui ont des spécialisations dès le niveau 1, ça permet au personnage de pouvoir avoir quelque chose de grandiose, de pouvoir laisser la difficulté que vous avez l'habitude de laisser dans les campagnes de JDR de manière classique, laissez-les rouler sur le début du jeu grâce à leur grande capacité, ou peut-être faites briller leur capacité, mais ne changez pas la perspective. Ne vous dites pas, c'est des personnages d'isekai, donc du coup, on va monter la difficulté. Non, vous faites comme d'habitude, vous allez voir comment ça va évoluer. Et le moment où il y aura des éléments perturbateurs, ce ne sera pas que mécanique,
ça sera aussi selon la psychologie des personnages. Et c'est à ce moment-là où les mécaniques qu'on utilise très souvent pour briller en combat, ou qu'on te parle de quelle classe tu vas choisir, c'est la partie combat qui va primer. Il y a des systèmes où en fait tu ne joues pas forcément un combattant, où il n'y a pas que le combat dans la vie. Ça permettra d'apporter un équilibre entre l'action, l'aventure, le combat, l'exploration, la contemplation et aussi le drame. Voilà. Et c'est peut-être là que je vais devoir vous laisser, puisque je pense que j'en ai bien assez dit sur les perspectives d'Isekai. J'ai fait une énorme bifurcation pour parler de ce qui se fait ailleurs, mais c'est pour vous faire comprendre. Si vous êtes joueur, pourquoi faire un personnage d'Isekai dans une campagne existante, c'est pas une bonne idée. Et pour les joueurs, les meneurs de jeu, créer une campagne d'Isekai est un bon choix, mais je pense que vous n'avez pas eu besoin de moi pour les jeunes. Je pense que vous n'aurez pas eu besoin de moi pour comprendre que vous pouvez bien faire des campagnes d'Isekai. Il suffit juste de connaître la bonne méthode et aussi à rajouter les bonnes choses. Alors c'est bizarre parce que j'ai l'impression d'avoir dit tout le long de la vidéo que les Asiatiques sont à la fois le cœur de cible, les personnes qui ont intronisé le terme d'Isekai, mais que c'est pas eux qui font les meilleurs Isekai. C'est un peu l'impression que ça m'a donné, mais bizarrement je vais pas revenir sur cette conclusion. La power fantasy, ça va 2 minutes. Les fantasmes, c'est dans sa tête. Je l'ai déjà dit, on va le redire encore. Les fantasmes, c'est dans votre tête. Si vous jugez que vous voulez projeter vos fantasmes, c'est pas ok. Le JDR n'est pas fait pour ça. Voilà, vous voulez vivre une belle aventure, vous voulez vivre une aventure où le personnage va dans un autre monde, il ressort grandi, il peut être capable de faire des choses dantesques. Ok, ça se reçoit. Mais à un moment, dosez. Voilà, c'est un hobby. On est censé prendre du plaisir dans un hobby, mais prendre du plaisir dans un hobby n'est pas censé créer une gêne chez les autres. Ok? On fait comme ça. Donc on se retrouvera pour une lecture holistique la prochaine fois. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Je vais explorer avec vous un livre de chez Kobold Quest qui s'appelle Isekai, qui est en anglais, puisque c'est du Kobold Press. J'aurai pas forcément des bonnes choses à en dire, mais c'est pas aussi mauvais livre que ça. Je vous dis déjà la prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine fois. Amusez-vous bien. Si vous avez envie de faire de l'isekai, essayez. Mais essayez quand même de prendre en compte ce que je vous ai dit, parce que je ne pense pas m'être trompé là-dessus. Et c'est peut-être là où je vais. D'habitude, je vous dis, je tergiverse un peu, je vous dis oui, peut-être, parce que... Non, là, je pense que mon observation, elle est très très fine. Voilà. J'ai mangé plein d'isekai. Il y a des isekai qui m'ont fait mourir de rire, il y a des isekai qui étaient merveilleux. Il y a toute une massée de la merde. Mais à des moments, en fait, tu peux raconter une bonne histoire d'isekai. Et je pense qu'il y a moyen que vous puissiez le faire aussi. Donc on va se laisser là-dessus. Salut à tous.